Aujourd'hui, dans le temps, nous allons interroger un élément bien spécial, un petit sujet qui apparaît nettement dans la première séquence de cours dans cette rentrée scolaire. Ici, le sujet que nous allons nous intéresser, c'est celui de la foi. S'oppose-t-elle à la raison? Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre puisque le camp ici essaie de comprendre qu'est-ce qui motive même nos croyances. Est-ce que nos croyances sont conformes à notre raison au vu de tout ce qui se fait sous le prisme, sous le biais de la foi, sous le biais de la croyance religieuse? C'est pourquoi dans ce sujet-ci, pour pouvoir s'interroger là-dessus et avoir quelques principes de réponse, quelques esquisses de réponse nous permettant ici de pouvoir dire concrètement, est-ce que la foi s'oppose-t-elle à la raison? Ici donc, comme dans tout sujet, il faut d'abord contextualiser en tant qu'apprenant. Il faut connaître dans quelle portion de mon cours intervient tel ou tel sujet et plus précisément le sujet qui est en face de nous. Ici donc, lorsque je vois notre sujet, il apparaît ici dans notre premier chapitre qui s'intitule La période patristique et médiévale, deux points, Dieu, la foi et la raison. Ici donc, pour traiter donc notre sujet, nous allons avoir besoin de passer par une étape qui est essentielle. On ne peut jamais traiter dans une classe de littéraire en philosophie, traiter un sujet sans pouvoir comprendre même les mots qui constituent ce sujet. Et c'est ce que nous allons parler par la compréhension du sujet qui se fait nettement au brouillon de notre cahier. Ici donc chaque apprenant devrait donc faire un grand 1 qui va donc s'intituler la compréhension du sujet. Nettement, dans cette compréhension-là, donc, le candidat va déceler, identifier les concepts clés de son sujet afin de dégager le sens ou les différents sens et surtout le sens qui correspond à notre sujet afin de mieux le traiter. Ici donc, dans notre sujet, nous avons pu déceler deux concepts, deux mots-clés si vous voulez. Le premier étant la foi. Nous devons donc expliquer ou définir la foi. C'est quoi la foi? Nous avons vu que ça sied de définir la foi à son sens le plus populaire, tel qu'il est défini dans la Bible. J'ose croire que dans la Bible, et cette définition a le même sens dans le Coran. La foi est donc une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour les adeptes de la Bible, je vous convoie à aller lire le livre de Colossiens, l'épître de Paul, c'est lui qui définit la foi ainsi. Le second concept de notre sujet, donc, est la raison. C'est quoi la raison? La raison n'est autre que la faculté de l'intelligence humaine qui nous permet la distinction du bien du mal, le vrai du faux, du bon du mauvais. Autant dire que là, c'est grâce à la raison que nous arrivons à pouvoir orienter notre action, nos réactions dans une certaine logique qui a été infirmée ou affirmée par cette instance principale. Maintenant, l'apprenant ayant donc pu définir et expliquer les concepts clés du sujet, il doit donc se rassurer qu'il a mieux compris le sujet après avoir défini ses concepts. Et la reformulation de notre sujet va juste donner quelque chose de simple. La croyance religieuse s'oppose-t-elle à la pensée rationnelle? Puisque nous parlons de foi dans quel domaine? Dans la croyance religieuse, c'est là où le mot foi apparaît. Et lorsqu'on parle de raison, on sait bien que c'est le rationalisme dont on fait état. Après avoir reformulé, l'apprenant va donc maintenant traiter le sujet même conformément aux exigences méthodologiques. Et ces exigences méthodologiques renvoient à ressortir le problème de notre sujet. Le problème se conçoit encore ici comme la difficulté que soulève un sujet de philosophie. Et dans notre cas, en ce moment, le sujet, la difficulté que soulève notre sujet n'est autre que la nature des rapports entre la foi et la raison. L'élaboration donc nous conduit donc à faire un avancer plus dans notre travail en termes de méthodologie. Après avoir pu déceler le problème, dégager le problème philosophique, nous allons passer par une étape essentielle et cette étape se retrouve généralement d'après l'APC sur vos épreuves, l'élaboration d'une problématique sur séquence. Nous savons ici, pour rappel, la problématique est une question interrelative ou un ensemble de questions
qui viennent ressortir les grands axes, je préfère dire ici, ressortir les grands axes de réponse que nous allons élucider dans notre développement. Je préfère le dire ainsi, puisque généralement, lorsque nous définissons la problématique comme étant l'ensemble des questions qui gravitent autour du problème soulevé, ça reste vague. Or, ces questions-là doivent nous permettre de pouvoir ces questions-là doivent nous permettre de pouvoir percevoir les éléments de réponse que nous allons ainsi développer dans notre développement, encore appelé corps du devoir. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Voilà pourquoi nous expliquons, nous définissons la problématique ainsi. Et dans le cas échéant, dans notre sujet, nous allons donc bâtir donc une problématique avec 2 ou 3 questions, puisqu'il est possible de faire avec 2 ou 3 questions. Vous faites passer par une problématique interro-relative avec 2 questions alternatives, à savoir, ce genre de problématique est généralement marqué par ou à alors. Le premier pan avant ou alors matérialisant ce qui va considérer notre idée de thèse, et le second pan après ou alors matérialisant ce qui va constituer notre idée d'antithèse. Ce n'est que ça. Et dans notre cas pratique maintenant, nous avons décidé de bâtir 2 questions intermédiaires, 2 questions indépendantes si vous voulez. La première étant, la foi et la raison se contredisent-elles fondamentalement? Ne milite-t-elle pas pour permettre à l'homme d'accéder à un savoir intégral au fond? Je me répète, la foi et la raison se contredisent-elles fondamentalement? Ne milite-t-elle pas pour permettre à l'homme d'accéder à un savoir intégral au fond? Voilà donc les 2 questions qui vont constituer notre problématique. La première interrogation va constituer, la tentative de réponse à cette interrogation nous sera donnée à la thèse, et la seconde interrogation, la tentative de réponse nous sera donnée en antithèse. Maintenant, en grande donc, dans notre sujet, nous allons passer clairement à la phase de rédaction que nous avons intitulée dans le cadre de cette séquence d'apprentissage, rédaction du sujet. Avant d'arriver ici, il y a lieu de rappeler ainsi que nous détaillons ce sujet ainsi, mais cela ne signifierait pas que dans la rédaction sur la copie, sur vos copies en tant qu'élèves, chers élèves, vous n'allez pas nous mettre des parties, un sujet de philosophie détaillé ainsi. La méthodologie, j'ose croire que vous aviez pu faire la méthodologie dans les classes de seconde, les classes de première, pour la profiler. Et ici donc, si la nécessité se trouve apte, nous reviendrons dans nos prochaines vidéos. Et donc, comme c'est un début, nous avons donné un exemple. Il y a lieu de rappeler ici que dans la rédaction, la première partie d'une dissertation philosophique, c'est bel et bien l'introduction. L'introduction, pour rappel, a différentes méthodes, à différentes parties. À savoir, nous avons la première partie qu'on appelle préambule, pour amener le sujet. La seconde étape qui est poser le problème. Et la troisième, l'élaboration d'une problématique subséquente. Et maintenant, dans amener le problème, dans cette séquence-là, il y a différentes manières d'amener notre problème. Il y a différentes manières. On peut l'amener par définition, approche définitionnelle. On peut l'amener du général au particulier. On peut l'amener par contraste. On peut faire un bref aperçu historique. Et dans le cas, j'ai préféré mettre un type historique pour amener notre sujet, vous permettant de mettre en relation ce sujet avec les connaissances reçues par l'enseignant. Ainsi donc, nous avons pu donner ce que vous avez en face de vous. La période patristique, je vais le dire, la période patristique et médiévale est marquée par une confrontation opposant les pères de l'Église chrétienne aux savants, encore appelés philosophes, au sujet du contraste qu'il y a entre la foi et la raison, et l'incompatibilité de ces 2 notions dans le champ du savoir contraire, puisqu'il faut souligner ici qu'à cette période-là, les savants montraient déjà que la connaissance, la pseudo-connaissance, la pseudo-certitude que nous avons des vérités religieuses semble utopique, semble inexistante. Et les pères de l'Église qui ont pu acheminer, voulant donc concilier ces 2 concepts, c'est-à-dire le concept de foi et le concept de raison, vont s'évertuer donc à montrer qu'il y a un alliage entre les 2, que les 2 se complètent. Voilà pourquoi nous avons voulu mettre cela en avant dans notre introduction. Nous continuons. Ceci revient donc à s'interroger sur la nature de ces formes de connaissance. Clairement, la foi et la raison se contredisent-elles
diamétralement. Ne milite-t-elle pas pour permettre à l'homme d'accéder à une connaissance intégrale? Voilà ce sur quoi toute la période patristique va s'interroger. Et dans notre sujet, c'est le nœud de notre question que nous avons appelé un peu plus haut, que nous avons détaillé un peu plus haut, qu'on a appelé problématique que nous énonçons dans notre introduction. Telles sont donc les interrogations qui nous serviront de canevas tout au long de ce devoir. Ainsi, cette méthode d'introduction vous permet très clairement de percevoir toutes les trois parties essentielles que toute introduction en philosophie devrait posséder, à savoir le préambule, le problème et la problématique. La question sur est-ce qu'il faut ajouter un plan dans un sujet de dissertation, je vous répondrai de manière radicale, il n'y a pas de plan, on ne numère pas un plan, on ne bâtit pas un plan dans une dissertation, dans l'introduction d'une dissertation en philosophie, cela est proscrit. Mais en guise d'orientation, nous précisons par une phrase subtile nous permettant de nous référer à nos questions qui ont constitué notre problématique comme étant les grands axes que nous allons développer, que nous allons traiter tout au long de notre sujet dans le cadre du développement. C'est ce que nous rappelons ici. Et maintenant, si nous entrons dans le plan détaillé, nous allons remettre donc le plan détaillé. La thèse de notre sujet sera simplement la foi et la pensée rationnelle sont diamétralement incompatibles. Puisque nous savons que dans un sujet type question, nous soutenons d'abord l'affirmative du sujet, nous permettant ainsi de mener nos travaux de philosophie en suivant la dialectique ou bien la démarche philosophique. Ça, c'est juste pour un confrère de nos cours de seconde et de première littéraire. La pensée, la foi et la pensée rationnelle sont-elles diamétralement incompatibles? Comme argument, la foi repose sur des croyances, tandis que la raison repose sur des évidences et des démonstrations. Il est très clair à l'église pour ceux qui y vont, vous remarquez des choses que on vous présente une vérité que vous n'arrivez pas à éprouver, que vous n'arrivez pas à percevoir ou à démontrer, mais dont on vous fait état comme étant des vérités immuables, comme étant des vérités fiables, auxquelles l'adepte ou bien l'adhérent ou bien le croyant devrait concevoir comme étant des vérités absolues. Alors que la raison procède plutôt par des évidences. Pour toute donnée qui sera mise sous le prisme de la raison aura tendance à pouvoir produire des évidences, à pouvoir être démontrées, ce qui n'est pas donc le cas dans la foi qui fait état dans la croyance religieuse. C'est cet état de choses donc, c'est cet état de choses qui va donc nous permettre de pouvoir expliquer notre argument, puisqu'il faut souligner ici qu'après la thèse, c'est l'argument qui suit. Et il faudrait toujours mettre une explication à l'argument et évoquer de telle sorte à permettre que l'enseignant qui lit votre devoir puisse être convaincu que vous comprenez les tenants et les aboutissants de ce que vous avez avancé comme argument. Et dans le cas échéant, nous avons pu mettre ceci pour vous. Explication de l'argument. En effet, la foi se conçoit comme une croyance ferme, aveugle à des entités supérieures, inexistantes et illusoires telles que Dieu, les divinités, qui ne peuvent être perçues physiquement à la vue de tous et démontrées par leurs adeptes. C'est en cela que l'illustre philosophe Jean-Paul Sartre dira « Dieu n'existe pas, car où est-il? Où il vit? Quelle apparence a-t-il? Contraire, traitement et des questions dont les hommes d'église ont été incapables de répondre. » Et comme après avoir donc expliqué l'argument, il faudra toujours soutenir par une citation. Et dans notre sujet, nous avons choisi la citation de Søren Kierkegaard qui dit « La foi est un saut dans l'inconnu, tandis que la raison est un cheminement dans le connu. » Bien sûr, pour rappel méthodologique, il est possible, en tant qu'apprenant, cher apprenant, il vous est possible d'apporter des illustrations comme élément de compréhension à vos arguments. Mais dans ce cas, je déconseillerais
à mes élèves de prendre des illustrations, des exemples qui sortent du quotidien de manière très vague et banale, puisque ça risque de faire ce qu'on appelle un verbiage inutile. Je conseillerais à mes apprenants de prendre des exemples, des illustrations, terre à terre, des illustrations qui sied à ce qu'ils ont développé et qui, de termes bonifiants, pourraient même les ajouter à des exemples que des auteurs, que des philosophes ont pu prendre dans leurs ouvrages. Là, ça montrerait à nous en tant qu'enseignants l'effort de compréhension, l'effort de recherche que vous avez pour la discipline. Après donc l'argument, vous allez toujours mettre un second argument. Faites toujours l'effort de mettre au minimum 2 arguments chez les apprenants. Le second argument que nous allons évoquer ici pour montrer que la foi s'oppose à la raison n'est nul autre que, argument 2, la foi implique une forme de soumission totale à un Dieu ou à une doctrine, tandis que la raison implique une attitude minutieuse, une démarche critique autonome, libre, qui pousserait le sujet rationnel à se soumettre conformément au résultat de sa démarche, c'est-à-dire conformément à ses propres convictions et non les convictions qu'une autre personne lui aurait présentées. Et ainsi donc, comme en guise d'explication, nous dirons, car la foi ne peut pas conduire à des certitudes rationnelles volontaires, concrètes, qui ne soient pas justifiées par la pure raison. Ayant donc expliqué ainsi, nous allons toujours ajouter par une citation qui vient apporter du crédit à ce que nous avons fait. Nous dirons donc, la raison est la lumière qui éclaire la foi, si nous allons appeler ici les propos d'Augustin d'Hippone. Après avoir donc fini la thèse, il est sans doute à ne pas oublier pour nos chers apprenants de toujours mettre une question de transition. La question de transition a cette particularité qu'elle vous permet de ne pas passer du coq à l'âne, mais qui permet de montrer un cheminement, la suite de ce que vous allez faire. C'est-à-dire, vous allez quitter d'une partie à une autre et de manière très logique et cohérente. Et comme nous sommes en face d'un sujet que nous avons détaillé, dans le plan détaillé, nous ne pouvons pas mettre cette transition. Mais si vous faites état d'un désir d'avoir un sujet avec toutes les transitions, c'est volontiers que je le ferai pour vous dans nos prochaines vidéos. Et maintenant, en antithèse, dans le second axe de notre travail, nous dirons simplement, la foi et la raison se complètent, bien évidemment. Comme argument donc de cette partie, nous dirons, la raison peut éclairer la foi en fournissant une compréhension plus profonde à la vérité de la croyance religieuse. Comme explication, nous dirons simplement, en effet, la raison permet d'éclairer certaines zones d'ombre des textes religieux et d'en dégager certaines falsifications et mensonges, puisque nous savons que les croyances sont régies par des textes de spiritualité, des textes de croyances religieuses, et ces textes sont bien sûr l'œuvre des hommes, ces hommes qui, pour leurs intérêts personnels, ils peuvent donner un sens contraire aux écrits de base, d'une part, ou bien ajouter même des choses juste devant obliger leurs adeptes à avoir une certaine tenue sur ce qu'ils disent, juste pour assumer leurs propres intérêts personnels. Alors que grâce à la raison donc nous permet donc d'élucider tous ces petits magouilles-là. C'est ce que nous pouvons dire ici. Et nous soutiendrons bien sûr avec cette citation de saint Thomas d'Aquin, la raison est la servante de la foi. Comme argument numéro 2, nous dirons simplement, la foi et la raison se renforcent mutuellement pour permettre à l'homme de développer une compréhension plus complète du monde qui s'inscrit à la fois dans la dimension physique, dans la dimension métaphysique. Oui, puisque nous savons que le monde n'est pas simplement physique, le monde est aussi spirituel. Et pour donc allier donc ces deux domaines de connaissances qui nous permettent d'avoir la vérité intégrale, il y a nécessité d'allier donc la foi, qui est une croyance, et la pensée rationnelle qui fait état de notre réflexion critique, de pouvoir, notre capacité personnelle, notre capacité humaine à pouvoir examiner des notions, à pouvoir les éprouver afin d'en tirer la vérité qui s'y cache tout au fond. C'est ce que dans d'autres disciplines de pensée, on appelle la vérité cachée. Et comme citation, et comme explication, nous avons pu énumérer ici, car toute vérité ne pouvant être élucidée par et expliquée par la raison,
L'homme a besoin de faire recours aux croyances. Autant dire se fier, autant dire se fier à ce qui dépasse la compréhension rationnelle. Et c'est pourquoi donc, pour soutenir cette façon de penser, le père, si j'ai imploré le terme, le père Monseigneur Jean-Paul II, lors de l'un de ses discours lorsqu'il était encore pape, lorsqu'il était encore vivant, a pu dire ses propos en ces termes. La foi et la raison sont deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Puisque, si nous revenons dans ces propos, nous voyons bien que le but premier de la philosophie dans nos classes initiatiques de seconde, on a vu que le but initiatique de la philosophie, c'est la contemplation de la vérité, c'est de sortir de l'illusion vers la vérité. Et maintenant, donc, pour pouvoir atteindre dans cette vérité, si nous utilisons simplement la pensée rationnelle, nous risquons d'avoir juste un seul pan de cette vérité, alors que lorsque nous allions la foi religieuse à la raison, nous pouvons avoir une compréhension plus éclairée, une connaissance globale et intégrale de ce qui est vrai, de ce qui est concret. Autant dire une connaissance globale, intégrale et concrète du monde qui nous entoure et de ses vérités qui la gouvernent. Ce n'est que ça qu'il s'agit, chers apprenants. Et maintenant, après donc avoir fini l'antithèse, il faut toujours noter que l'antithèse et la thèse doivent toujours être de manière équilibrée, c'est-à-dire si vous avez évoqué deux arguments à la thèse, vous devez évoquer également deux arguments en antithèse. Maintenant, une troisième partie intervient dans la méthodologie qu'on va appeler ici la synthèse. Pour rappel, la synthèse est loin d'être juste un rappel de la thèse et de l'antithèse. Elle est ce que j'appelle la réponse philosophique et le mérite d'avoir créé un sujet de dissertation philosophique qui vous a ouvert les yeux, qui vous a permis d'élucider certaines notions qui étaient d'autres fois un peu cachées, dont les vérités ne s'offraient pas directement à vous, que vous avez pu manipuler en traitant le sujet, que vous avez pu obtenir en traitant le dit sujet. Et maintenant donc, dans le cadre APC, nous dirons simplement dans le cadre de notre sujet, cette réflexion suscitée par cette interrogation a le mérite de permettre de retracer l'historique de la période patristique et médiévale en examinant les grands thèmes qui ont animé cette époque, à savoir Dieu, la foi et la raison. Ceci dans le grand bénéfice d'outiller la pensée, notamment sur la scolastique, la défense de la foi chrétienne contre les attaques des païens et des hérétiques, la réflexion sur la nature même de Dieu et des individus que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et ayant donc dit ceci, nous allons terminer par la dernière partie essentielle de notre travail qui est intitulée la conclusion. Ici, j'ai choisi de faire un rappel méthodologique. Pourquoi? Parce que pour un bon élève de terminale littéraire, comme je sais que vous l'êtes, il ne peut mener un bon sujet de dissertation sans pouvoir faire une bonne conclusion. Ici donc, il faut juste mettre en place, réunir les différentes parties d'une conclusion qui sont le rappel du problème, le bilan et bien sûr la tentative de réponse à la question soulevée plus haut. Ainsi donc, vous pouvez déjà donc percevoir ce qu'il faille faire pour rédiger une conclusion. Et ceci pour vous permettre de travailler davantage, chers apprenants, je vous laisse le soin de me rédiger une conclusion sur nos chaînes, sur nos plateformes. Vous avez l'occasion de pouvoir nous proposer vos introductions afin de voir à quel niveau vous vous trouvez dans cette séquence d'apprentissage que vous avez pu écouter, que nous venons de passer ensemble. Et j'ose croire que j'ai été le plus clair possible pour vous, que toutes les notions traitées dans ce sujet que nous avons épilogué ont été des notions qui vous ont permis de mieux comprendre non seulement le sujet et plus de faire des relatifs avec le cours que vous avez pu faire à l'école, notamment mettant en scène la période patristique et médiévale, Dieu, la foi, la raison. Je vous remercie.
À plus tard pour nos séances de travaux. Ne ratez pas. Merci.